Vous savez quoi? J'ai fini mon tour d'Europe en 2025. Ah, je suis trop contente. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, en 2025, je me suis lancé le défi de lire un livre par pays d'Europe et je termine maintenant. J'ai 3 romans à vous présenter. Ces 3 romans sont les romans des 3 derniers pays que je devais visiter en 2025. J'ai terminé le dernier littéralement le 31 décembre. Donc, yeah! Et en 2026, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je pars en Amérique. Alors je ne pars pas littéralement, hein, je lis un livre par pays d'Amérique continentale en 2026. Mais sans plus attendre, je vous parle de ces 3 derniers livres. Ah oui, on attend encore un tout petit peu, je veux juste vous dire que je ferai bientôt une vidéo bilan sur l'ensemble de mes lectures pour l'Europe, avec un bilan des livres que j'ai aimés, que j'ai adorés ou que j'ai moins aimés, et un bilan de ce que j'ai appris, de ce que ça m'a apporté de faire ce tour d'Europe. Il y a aussi une vidéo dans laquelle j'explique pour quel pays j'ai triché, si ça vous intéresse. On y va, premier arrêt, la Lituanie, avec la bibliothèque du beau et du mal. Les noms lituaniens sont un peu difficiles à prononcer pour moi, donc l'autrice s'appelle Undine Radzevičiūtė, mais c'est probablement faux parce qu'il y a des accents et je ne sais pas exactement ce qu'ils indiquent. Et ce livre a été traduit par quelqu'un dont je n'arrive pas non plus à prononcer le nom, c'est Margarita Barakauskaitė Le Borgne. Ok, je m'en suis plus ou moins sortie, mais je suis navrée pour les Lituaniens, Lituaniennes et pour ces personnes en particulier, dont j'ai écorché le nom. Et ce livre a été publié aux éditions Viviane Ami en 2024. Donc un livre très récent, en tout cas pour sa traduction française. Seule entorse à mes règles, ce livre ne parle pas spécialement de la Lituanie, il se passe en Allemagne, et plus spécifiquement à Berlin. Donc j'aurais peut-être pu l'inclure parmi les livres pour lesquels j'ai triché. On a là un livre qui choisit un sujet très spécial. On suit un personnage qui s'appelle Walter, ou Walter, je pense Walter à l'allemande. Walter a hérité de son grand-père, et en particulier de la bibliothèque de son grand-père. Mais la particularité de cette bibliothèque, c'est qu'elle contient un livre recouvert de peau humaine. Son grand-père aimait faire des reliures par lui-même et acquérir des livres spéciaux ou à la reliure spéciale, et il a donc un livre recouvert de peau humaine. Étrange. Jusque-là, c'est un peu dégoûtant, mais ça va encore. Sauf que Walter va se prendre de passion pour les peaux humaines, en particulier les peaux tatouées, et les peaux vivantes, bien sûr, mais progressivement, il va étendre son fanatisme à la reliure, et va souhaiter se rapprocher de personnes dont la peau l'intéresse pour relier certains ouvrages. C'est pas du tout un livre d'horreur, c'est plutôt un livre qui questionne est-ce que la beauté peut justifier qu'on fasse le mal. Et ce livre, il se déroule dans un contexte de Deuxième Guerre mondiale où une grande partie du mal était également justifiée par une recherche de beauté, la recherche de la pureté de la race par exemple. Donc on pourrait faire un parallèle entre les obsessions de Walter et les ambitions esthétiques et eugéniques du nazisme. C'est un livre assez perturbant, mais si vous aimez les livres qui parlent de livres, et je sais qu'il y en a parmi vous, eh bien c'en est un. Après la Lituanie, je suis partie en République tchèque et je ne m'attendais pas, à ce stade de l'année, à tomber sur un de mes plus gros coups de cœur, avec le livre Anna de Alena Montajnova. C'était encore pire que pour la Lituanie, je suis désolée. Qui est un livre traduit du tchèque par Benoît Meunier et publié aux éditions Bleu et Jaune en 2018. La couverture avec ce petit chou à la crème là donne l'apparence d'un livre innocent. Ça n'en est pas un. Au départ, le livre n'a pas l'air si dur. En fait, ce roman est séparé en 2 parties, et la première partie suit Mira, une jeune fille qui est la Benjamine de sa famille. Bon, je dis que ça commence pas de manière si dure, c'est en comparaison avec ce qui va suivre, parce qu'en fait, dès le début, ce fameux petit chou à la crème qu'on voit sur la couverture va empoisonner toute sa famille. Une chose en entraînant une autre, elle se retrouve finalement à vivre avec sa tante Hannah, qui est donc la dame du titre. Le personnage est pénible. Et Mira n'est pas très heureuse d'être avec sa tante Anna, non seulement évidemment parce qu'elle a perdu toute sa famille, mais parce que tante Anna est extrêmement froide, silencieuse, sèche et fondamentalement triste. Et c'est là que la deuxième partie du livre intervient, et on va suivre Anna. Pour ça, on fait un saut en arrière, et la vie d'Anna qui va nous être contée, c'est sa vie entre 1933 et 1945. Vous me voyez venir, Anna, Mira et toute leur famille sont d'origine juive, et Anna a vécu toutes les horreurs de la guerre 39-45, toutes les horreurs du nazisme, et c'est en les traversant que finalement elle revient complètement vide
anéanti. Donc je dirais que c'est en même temps un roman sur le nazisme, sur la déportation, de manière exemplifiée par la vie de certains personnages qui sont fictifs, mais c'est aussi un roman sur la mémoire ou ce que les générations suivantes peuvent comprendre en fait de ce qui est arrivé aux générations précédentes. Et c'est aussi comment ces deux générations peuvent vivre ensemble. C'est-à-dire une génération qui a vécu l'horreur et une génération qui ne comprend pas tout à cette horreur et qui a vécu, disons, en l'occurrence pour Mira, un certain degré évidemment de malheur, mais qui n'est pas vraiment comparable à celui qu'a vécu Anna. Comment ces générations peuvent se comprendre et vivre ensemble. C'est un roman magnifique, il fait directement partie de mon top 6 pour 2025. On en reparlera quand je ferai une vidéo sur mes livres favoris de 2025. Donc évidemment, faut pas s'attendre à une lecture très joyeuse, mais c'est une belle lecture, c'est une lecture prenante, et je dirais même que c'est une lecture importante. Un petit peu plus de légèreté maintenant pour mon troisième arrêt qui était le Liechtenstein. Et c'est donc mon troisième arrêt pour cette vidéo, mais c'est évidemment le dernier arrêt de tout mon tour d'Europe par la littérature. Et le livre que j'ai lu pour le Liechtenstein, c'est L'homme qui fit chuter le paradis de Benjamin Quaderer. Peut-être qu'on dit Benjamin, je pense qu'il est plutôt germanophone, puisque ce livre a été traduit de l'allemand du Liechtenstein par Claire de Oliveira. Et il est publié aux éditions du Seuil en 2023 pour la traduction française. Ce livre est construit de manière assez spéciale, et je pense pas qu'il pourrait entrer dans la catégorie Olni, pour laquelle je ferai une vidéo, c'est-à-dire objet littéraire non identifié, mais c'est quand même un livre avec lequel l'auteur s'est certainement un peu amusé. Je vais vous expliquer après pourquoi. D'abord parlons un petit peu de l'histoire. Donc l'auteur s'inspire d'un fait réel, à savoir qu'au Liechtenstein, il y a quelques années, un homme a volé des données bancaires pour les vendre à d'autres pays, et dénoncer finalement une fraude fiscale qui se faisait via le Liechtenstein. L'auteur prend cette histoire et lui donne un personnage principal fictif, qui est donc notre voleur de données du Liechtenstein, et ce voleur de données va raconter son histoire depuis son enfance, il fait en fait son autobiographie, depuis l'endroit où il se cache, maintenant qu'il est recherché par le prince du Liechtenstein, Hans Adam II. Alors je l'ai dit sur un ton un peu amusé, parce qu'en fait je trouve que c'est raconté de manière assez drôle, c'est pas forcément un sujet hilarant, mais l'auteur réussit à en faire quelque chose d'assez drôle. Malgré finalement les malheurs qui arrivent quand même à ce personnage, bon, malheurs qui, très souvent, il n'a pas cherché, mais que parfois il a cherché aussi, notamment en voulant faire chanter le prince du Liechtenstein avec des données volées. Donc notre personnage est caché, il est paranoïaque, il a une vie rocambolesque, il a fait des choses extraordinaires dans un pays qui lui-même est assez exceptionnel au sens d'une exception, c'est un minuscule pays, c'est une principauté qui a encore un prince et qui a aussi toute une série d'exceptions légales, notamment au niveau de la fiscalité. Donc on a en même temps un aperçu, je dirais, doux et ironique sur le pays du Liechtenstein, et en même temps on suit une intrigue qui est palpitante, on a envie de savoir ce qui est arrivé à ce personnage, comment il s'est débrouillé, est-ce qu'il va s'en sortir. Et quand je disais que l'auteur s'est amusé certainement en l'écrivant, c'est qu'il a aussi fait des choix stylistiques ou d'écriture qui sont assez étonnants. Par exemple, on a un chapitre qui est en grande partie censuré, donc vous voyez comme ça, on peut lire quelques pages de dialogue, mais en réalité on ne comprend rien puisque la moitié des mots est censurée. Dans un autre chapitre, on a en parallèle le point de vue de notre personnage principal, qui écrit une sorte de journal, et à côté le point de vue d'un psychocriminologue qui a été engagé pour comprendre ce criminel. Et ces deux récits sont vraiment écrits en parallèle, c'est-à-dire que la page de gauche est pour le psychocriminologue et la page de droite pour le fraudeur. Et c'est en fait assez difficile à lire parce qu'il faut lire une partie du psychologue pour comprendre la partie du fraudeur et puis revenir au psychologue, etc. etc. Pour le lecteur, c'est pas forcément facile, mais c'est pas long, ça rend un peu la lecture ludique. Il y a aussi des parties, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir à l'écran, où les notes de bas de page sont en fait plus longues que le texte lui-même. Je crois même qu'au bout d'un moment, le texte s'efface pour laisser place uniquement à des notes de bas de page. Ah oui, là. Voilà, donc là on a que des notes de bas de page. Un livre assez marrant, assez étrange, et en même temps un aperçu assez intéressant sur le Liechtenstein et sur cette affaire finalement assez palpitante. Voilà, c'était les 3 derniers livres que j'avais à lire pour mon tour d'Europe en 2025. Je me réjouis de vous faire ce récapitulatif de toute l'année, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Merci!